Bonjour à tous. Cette vidéo sera consacrée aux événements concernant la rencontre qui a étonné tout le monde, donc Vladimir Poutine et Evgeny Prigozhin. Mais également, je souhaiterais vous montrer à quel point il y a une relation de causalité à effet. D'une part, nous avons donc une information livrée par les médias du monde occidental, donc une rencontre entre Vladimir Poutine et Evgeny Prigozhin et certains généraux qui aurait eu lieu le 29 juin de cette année, donc 5 jours après le coup d'État manqué en Russie. Ensuite, nous avons ces dernières heures qui montrent un retournement de situation auquel on aurait pu encore ne pas croire il y a quelques heures, à savoir Recep Tayyip Erdogan qui va transmettre donc l'acte d'adhésion à l'OTAN de la Suède au Parlement turc. Ce qui ne signifie pas de facto que la Suède va adhérer immédiatement, non. Mais la situation semble être débloquée. Et donc, je souhaitais vous en toucher quelques mots pour vous montrer comment ces événements peuvent être liés. Parce que il semble bien que l'OTAN se rende compte que ces prochains temps vont apporter du changement en Russie et surtout vont apporter du changement sur la ligne que la Russie va adopter donc vis-à-vis de la guerre en Ukraine et de l'Occident. Mais une chose après l'autre. Donc nous avons une information, donc 10 juillet de cette année, les médias français, américains, autres, nous informent qu'il y a eu une rencontre, apparemment un déjeuner de plus de 3 heures, entre Vladimir Poutine, Evgeny Prigozhin et une trentaine de généraux donc qui voulaient expliquer pourquoi est-ce qu'ils avaient donc procédé à ce coup d'État. On nous apprend ensuite, après confirmation par le chargé de presse du Kremlin, Peskov, on nous apprend également que, c'est d'ailleurs Dmitry Peskov qui en parle personnellement, que certains des généraux donc liés à Prigozhin auraient reçu des propositions de travail donc dans l'armée russe et d'autre part au sein du ministère de la Défense russe. Donc comment comprendre ça? Alors, après le coup d'État manqué en Russie, on a eu affaire donc à des discours disant que Prigozhin allait être liquidé par les Russes, comme Litvinenko ou autres. Donc tous ceux qui s'opposent à Vladimir Poutine doivent payer, doivent mourir. Alors ça aurait été vrai, oui. Et d'ailleurs, je le disais dans mes enregistrements précédents. Si Vladimir Poutine avait été en position de le faire. Et d'ailleurs, si Vladimir Poutine avait été en position d'éliminer ses opposants, il n'aurait pas attendu quelques mois, ni quelques semaines, ni même quelques jours. Il les aurait éliminés soit avant le départ du coup d'État, donc avant le 24 juin, soit pendant que ces événements ont eu lieu. Il y a des informations qui sont pas confirmées, donc qui tendraient à dire que le FSB a eu vent du projet du coup d'État et que justement on a tenté de l'arrêter en forçant, c'est ce qu'on raconte, hein, en forçant le général Sergei Surovikin à faire un enregistrement où il demandait à Prigozhin de cesser toute activité et il demandait à ses hommes de renoncer au projet de coup d'État et de ne pas suivre Prigozhin. Alors, je reviens sur un point qui est quand même essentiel parce qu'on parle de Prigozhin comme s'il était un réel acteur à part entière. Alors, Prigozhin, il faut bien comprendre que c'est quelqu'un qui fait office de paravent, de marionnette. Donc, c'est pas une personne qu'on pourrait qualifier d'acteur dans cette situation. Alors, il est au mieux, je précise au mieux, le bras armé d'un groupe de généraux qui a organisé ce coup d'État. Mais lui, en tant que tel, ne représente pas de rôle bien précis dans cette situation-là. Même en tant que chef du groupe Wagner, c'est une légende urbaine, puisque finalement, le véritable créateur, coordinateur du groupe Wagner est Dmitry Utkin et d'autres officiers du Spetsnaz. Le groupe Wagner lui-même étant une création du GRU. Donc c'est pas un groupe indépendant, absolument pas comparable avec ce qu'on peut voir aux États-Unis, par exemple, où on a effectivement des groupes militaires privés. Non, le groupe Wagner est un groupe qui a toujours été, et d'ailleurs toujours sous contrôle, du GRU. Donc de l'armée finalement, parce que le GRU, c'est le service secret de l'armée, ou l'aquarium, comme on l'appelle aussi plus couramment.
Donc Prigozhin en lui-même ne constitue pas un personnage, quelqu'un qui joue un rôle actif. C'est quelqu'un qui est un exécutant, quelqu'un qu'on a choisi pour être le visage d'une certaine mise en scène. Mais le fait est que Vladimir Poutine n'était pas en mesure de liquider ces gens parce qu'il n'était pas suffisamment fort pour reprendre le pouvoir à lui tout seul et tout simplement montrer qui commande en Russie. Donc, puisqu'il n'a pas été en mesure de liquider ses opposants, il n'y a pas eu de purge, je le disais déjà dans mes enregistrements précédents, c'est qu'il n'y aurait pas de purge après le coup d'État, parce que le coup d'État a été stoppé, d'une part effectivement parce que le FSB en a eu vent, mais aussi parce que Vladimir Poutine a bien voulu traiter avec les putschistes. Et c'est pourquoi il n'y a pas eu de purge, et il n'y aura pas de purge. Parce qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine doit partager le pouvoir avec ses opposants. Et c'est une information très dangereuse et très négative pour l'OTAN, qui sera sûrement prise en compte pendant le sommet à Vilnius. D'ailleurs, on peut même supposer qu'elle a déjà été prise en compte, puisque Recep Tayyip Erdogan a été acheté, c'est ce qu'on peut penser, pour accepter, du moins en lancement de l'accession de la Suède dans l'OTAN, mais ça j'en reviendrai plus tard. Mais qu'est-ce qui se passe réellement en Russie? Alors en fait, ce qui se passe en Russie, c'est que on a une ligne dure, ligne de militaires qui contestent clairement la politique qui est menée par Vladimir Poutine en Ukraine. Pourquoi? Parce que selon eux, c'est pas de cette façon-là que la Russie va atteindre ses objectifs. Les objectifs de la Russie, c'est pas d'annexer l'Ukraine, non loin de là. C'est de rebattre les cartes en Europe. C'est de rebattre la relation de force et les zones d'influence en Europe. C'est d'ailleurs de ça que les Russes parlent depuis quelques années. En fait, les Russes ont l'impression d'avoir été trompés, d'avoir été arnaqués même par l'Occident. Selon eux, l'Occident leur avait promis qu'il n'y aurait pas d'élargissement de l'OTAN vers l'Est, ça s'est fait. Alors effectivement, donc il y a des traces, hein, il s'avère apparemment qu'en 1990, il y aurait eu ce genre de promesses non écrites, notamment de la part de représentants du gouvernement français de l'époque. Et effectivement, il y avait donc un accord de passé qui n'était pas écrit, qui disait que même si l'OTAN s'élargit à l'Est, nous parlons de l'élargissement de 1999, il n'y aurait jamais de forces militaires à proprement parler dans les nouveaux pays membres tels que la Pologne ou les pays baltes, les pays d'Europe centrale. Mais d'un point de vue russe, Boris Yeltsin s'est laissé arnaquer, s'est laissé acheter, s'est laissé tromper. Et du coup, depuis le début de son action, Vladimir Poutine tente de rebattre les cartes. Et en fait, l'enjeu est là. Donc l'enjeu, c'est pas l'Ukraine. Finalement, l'enjeu, c'est de rebattre les cartes en Europe, c'est de rebattre le rapport de force, redéfinir le rapport de force en Europe. La Russie voudrait au moins revenir à un état de fait d'avant 1914. Ça, c'est le plan minimum, mais dans l'absolu, de revenir à des sphères d'influence d'avant 1991, d'avant 1989, donc de l'époque du pacte de Varsovie, ou au moins revenir à une possession territoriale de 1914, peut-être moins la Pologne, mais au moins avoir la garantie que les États se trouvant entre le bloc occidental qui, d'un point de vue de la Russie, s'arrête à la Oder, donc à l'Allemagne, et donc la Russie, l'Empire russe, que ce soit une zone démilitarisée. Donc en fait, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, les républiques baltes, d'un point de vue russe, donc ça doit être des zones démilitarisées. Et donc l'enjeu est là. Donc on a Vladimir Poutine qui mène la guerre en Ukraine comme on l'aurait mené à l'époque de la guerre froide, c'est-à-dire qu'on a un conflit avec les États-Unis par guerre interposée. Donc la guerre se situe en Ukraine. Et donc c'est un territoire bien délimité, et donc les deux camps s'assurent bien à ce que la guerre ne dégénère pas. Donc on se fait la guerre en Ukraine avec des règles assez précises. Apparemment ces règles sont, alors ça peut paraître un peu curieux, mais c'est comme ça que ça se passe, hein. Ces règles sont définies, redéfinies par des représentants non officiels, des représentants de la CIA, du FSB et autres. Quand les choses débordent un petit peu trop, on se voit, on en discute pour s'assurer que les choses ne dépassent pas un certain cadre. D'ailleurs, pour citer un exemple, de telles rencontres ont eu lieu en juin 2022, quand on a eu des révélations de titres de presse qui disaient
que les Américains, les services secrets américains auraient aidé à la suppression de généraux russes. Et donc, du coup, il y a eu des rencontres, en tant que journaliste, on le sait, entre Américains et Russes, pour redéfinir un peu les règles du jeu, en disant, voilà, éliminer nos généraux, c'est pas très gentil, ça se fait pas, donc ne le faites plus à l'avenir. On sait aussi qu'il y a eu un rabattement de cartes aussi, certaines rencontres après l'attaque du pont de Kerch, hein, donc le pont qui lie la Crimée à la Russie. Donc un pont inauguré il y a quelques années, en 2017-2018. On sait aussi qu'il y a eu des contacts comme ça informels en août, septembre 2022, après l'attentat contre donc l'intellectuel Dugin, donc c'est sa fille qui est morte dans la voiture piégée. Donc voilà. Donc la logique de la guerre froide, c'est qu'on a des conflits entre grandes puissances par guerre interposée, mais on se fixe les règles pour que ces guerres ne débordent pas trop. Et ces règles sont définies, redéfinies. Et quand les choses ne vont plus trop, quand on a l'impression que quelqu'un ne suit pas trop les règles, eh bien on se voit et on se parle pour s'assurer que les choses ne débordent pas. Mais les généraux, tels que Sergei Surovikin, estiment que cette méthode-là, elle est inefficace. Parce que d'une part, donc les Russes, même si aujourd'hui, donc je ne partage absolument pas donc l'avis de ceux qui disent que l'armée russe est désavantagée en Ukraine, non, je ne partage pas cet avis. Je pense au contraire que c'est l'armée ukrainienne et donc ses alliés occidentaux qui aujourd'hui ont un vrai problème en Ukraine et pas les Russes. Mais d'un point de vue de ces généraux qui ont fait ce coup d'État, la Russie met énormément de moyens, perd des hommes dans un conflit qui risque encore de durer, alors qu'il y a moyen de faire plus simple, à savoir lancer une guerre hybride dans les États limitrophes de la Russie, donc sur le flanc est de l'OTAN. Et finalement, l'enjeu, il est là. Ces généraux, c'est ce qu'ils veulent. Donc, ils veulent déclencher donc les hostilités à un certain degré sur le flanc est de l'OTAN. Alors, à quel degré, ça, on ne le sait pas. La guerre hybride inclut toutes sortes d'éléments. Donc, on peut pas dire avec précision quel degré de guerre hybride ça pourrait être. Ça pourrait être des attentats, ça pourrait être du sabotage, ça pourrait être une attaque de mercenaires, donc de gens sans uniforme, qui prendraient une zone délimitée. Ça, on ne peut absolument pas le prévoir, mais c'est pris au sérieux par les Polonais, puisqu'on a des mouvements de troupes, justement, qui sont envoyés à la frontière polono-biélorusse, parce qu'on suppose que c'est de la Biélorussie que partirait cette attaque. Donc aujourd'hui, ces généraux estiment que pour débloquer la situation en Ukraine, il faut créer une autre situation autre part, donc justement dans les pays est du pacte nord-atlantique, justement pour pousser l'OTAN à négocier. Parce qu'effectivement, donc si un pays de l'OTAN devait être agressé d'une manière ou d'une autre, ça poserait la question d'une confrontation avec la Russie, donc personne ne veut. Donc là, ça mettrait l'OTAN en défaut parce que les pays occidentaux ne veulent pas de confrontation avec la Russie. Mais surtout, l'article 5, donc c'est l'article qui prévoit l'entraide mutuelle en cas d'attaque, est très flou. Et finalement, il est tellement imprécis qu'on ne sait pas à quel genre d'aide on pourrait s'attendre. Parce qu'en gros, ce que dit cet article, c'est qu'un pays attaqué peut demander donc le soutien de ses partenaires de l'OTAN, mais quel soutien, dans combien de temps, comment ça devrait se passer, ça on n'en sait rien du tout. Et il faut bien dire une chose dont on se rend pas compte, c'est que l'article 5 n'a jamais été mis en œuvre. Donc finalement, on n'a absolument aucune idée de comment ça pourrait se passer en cas d'agression d'un pays membre de l'OTAN. Donc, mettre en place un certain niveau d'hostilité dans un pays de l'OTAN, ça aurait pour avantage pour les Russes de mettre à jour les divergences au sein de l'OTAN, de montrer que finalement l'OTAN n'est pas une organisation unie. D'autre part, ce serait une façon de tester les véritables défenses de l'OTAN. Ce serait surtout donc créer une nouvelle situation pour débloquer la situation en Ukraine et en définitive forcer l'OTAN, donc l'Occident, à négocier, sachant que les élections aux États-Unis se rapprochent à moyen et bientôt à grands pas. Ce serait aussi une façon de soutenir de par une situation dont les Américains ne veulent pas, l'adversaire, quel qu'il soit, de Joe Biden, donc il sera républicain. Donc les républicains, on le sait, ne sont pas pour une guerre ouverte avec la Russie. Eux estiment que l'ennemi principal, c'est la Chine et que il convient de limiter les hostilités avec la Russie, en Ukraine également.
sachant que là, les démocrates et les républicains sont d'accord sur un point, c'est que les États-Unis ne veulent pas se fâcher avec la Russie à long terme, parce que l'objectif dans les relations avec les Russes était de faire en sorte que les Russes, dans l'option minimum, ne soutiennent pas la Chine, et dans l'option maximum, se mettent du côté des États-Unis dans un conflit potentiel avec la Chine. Donc, créer un conflit, créer du désordre, de la déstabilisation, de la déstabilisation dans un pays du flanc est de l'OTAN, ça aurait pour avantage justement de forcer les États-Unis à négocier. Et là, justement, de faire entendre la voix de ceux qui veulent créer une zone tampon entre la Russie et l'Occident. Et comme, je le dis, je le répète, l'Occident ne veut pas d'une guerre, elle n'est pas prête pour un conflit de haute intensité. Un conflit au sein d'un membre de l'OTAN créerait toutes sortes de questions, et on peut supposer, en se basant sur l'expérience dont on peut se prévaloir en novembre 2022, à savoir donc une voire plusieurs roquettes, un voire plusieurs missiles qui tombent sur la Pologne, qui fait au moins 2 morts. Et là, du coup, on voit clairement que tout est fait pour démontrer que ce projectile n'a pas été tiré intentionnellement par les Russes, que finalement c'est un projectile de défense aérienne ukrainienne qui serait tombé par erreur sur la Pologne. Alors, qu'en est-il ça? On n'en sait rien, mais quand même on peut supposer que c'était une façon que les Russes ont eu de tester l'OTAN et de voir que l'OTAN ne voulait pas d'un conflit armé, un conflit ouvert, une confrontation directe avec la Russie. Donc aujourd'hui, on a réellement une situation où c'est la ligne dure qui l'emporte en Russie. Donc ces généraux qui ont fomenté le coup d'État ne seront pas purgés, ne seront pas éliminés. D'autre part, aujourd'hui, donc leur voix est entendue. Donc on peut supposer que certaines réunions qui ont eu lieu ont pour but de préparer ce qui va se passer, que finalement maintenant la Russie va se diviser, donc l'armée russe va s'orienter sur 2 zones d'opération. La première zone d'opération, ça va être l'Ukraine, et là, on peut supposer que rien ne changera, que ça restera Gerasimov et son groupe, donc qui se chargera du point de vue militaire de la guerre en Ukraine, parce que finalement les Russes vont jouer en défense, donc il n'y aura pas trop de changements de stratégie. Donc ils vont adopter la stratégie de la guerre d'usure. Donc ça va être aux Ukrainiens d'attaquer. Les Russes vont jouer en défense tant qu'ils le pourront. Tant que les lignes ne seront pas percées, les Russes vont jouer en défense. Mais d'un autre côté, nous allons avoir justement ces généraux. Alors, qui en fait partie exactement? On n'en sait rien. On peut citer 2 noms, dont Surovikin et Alexeyev. Ce sont 2 grands collaborateurs. Mizintsev aussi peut-être. Donc ces 3 généraux, c'est sûr. Après, qui d'autres, ça, on ne le sait pas. Mais donc eux vont plutôt s'orienter sur un certain niveau d'hostilité avec l'OTAN sur son propre sol. Et ça, c'est un scénario qu'il faut prendre en considération très sérieusement, parce que dans la mesure où on a cette ligne dure qui s'est fait entendre au Kremlin et qui va prendre de plus en plus d'influence, un certain niveau de guerre hybride est assuré. Et on peut supposer que cet élément va être traité aujourd'hui à Vilnius. Donc on peut supposer que donc les mercenaires qui sont en Biélorussie, il y en a de plus en plus. On parlait de 7000, maintenant on les évalue à peu près leur nombre à 15 000, peut-être plus. Il peut y en avoir plus, c'est pas un souci. Les Russes peuvent très bien envoyer beaucoup plus de mercenaires s'ils en ont besoin. Justement, bien ils sont là pour faire de la guerre hybride. Alors la Pologne est sûrement menacée, les pays baltes sont menacés. Quel pays peut être encore menacé? Ça, on n'en sait rien, mais dans la mesure où, même si on sait qu'il y a des rencontres, Vladimir Poutine, Prigozhin et autres généraux de ce groupe qui a fomenté ce coup d'État, la Russie, aujourd'hui, ne reconnaît plus le groupe Wagner en tant que tel, et se dédouanera, se déchargera de toute responsabilité concernant des actions de guerre hybride qui seraient entreprises par Surovikin et Alexeyev. Du côté, donc, en partant de Biélorussie, du côté polonais ou des républiques baltes. Finalement, on en revient un peu à un scénario du Donbass de 2014, à savoir qu'on a une guerre hybride qui démarre dans le Donbass, donc des hommes en armes qui interviennent, et finalement la Russie s'en désolidarise en disant ah non, nous ces gens on les connaît pas, on sait pas qui ils sont, ils font pas partie de nos troupes, on sait pas à qui ils appartiennent. Donc
On peut supposer que le même scénario va se reproduire à présent dans les pays baltes, voire en Pologne. Et donc c'est sûrement un scénario qui va être traité par les membres du sommet de Vilnius. Mais aussi la relation de cause à effet. Donc d'un côté nous avons effectivement cette information concernant ce dont je viens de parler, donc rencontre Vladimir Poutine, Yevgeny Prigozhin et d'autres généraux. Et nous avons aussi la décision de Recep Tayyip Erdogan d'envoyer au Parlement turc le traité d'adhésion de la Suède à l'OTAN pour ratification. Alors, il y a quelques heures, ça semblait encore improbable, puisque Erdogan avait annoncé qu'il attendait d'abord que l'Union européenne redémarre les négociations avec la Turquie pour son adhésion, ce qui pouvait sembler très étonnant parce que en février 2018, en visite en France, Erdogan avait annoncé que la Turquie renonçait à l'adhésion à l'Union européenne. Mais on peut supposer que Erdogan, de cette façon, bon, il n'est pas naïf, il sait parfaitement que l'adhésion de la Turquie ne va pas redémarrer et que c'est une chose qui est plutôt improbable, voire impossible, que la Turquie adhère à l'Union européenne, mais peut-être qu'il veut plus d'argent concernant la rétention de migrants sur le sol turc, donc ces accords signés avec l'Europe en 2016. Peut-être qu'il veut certaines concessions sur la politique des visas, sur la politique commerciale. Peut-être qu'il veut des concessions sur un achat éventuel d'armes. Ça, on ne le sait pas. On sait qu'il y a eu une rencontre Erdogan. Donc Erdogan Michel, donc président du Conseil européen et président turc. On sait aussi que ils se sont accordés, d'après le communiqué officiel, de redémarrer des discussions plus franches concernant la coopération de la Turquie avec l'Union européenne en vue de peut-être un rapprochement futur. Mais bon, on n'est pas naïf, on sait parfaitement qu'il y a eu sûrement un accord de passé. Donc, est-ce que Erdogan aurait reçu plus d'argent? Est-ce qu'il y aurait eu des concessions sur la politique européenne de visa ou commerciale? Ou peut-être qu'il va pouvoir acheter du high-tech ou de l'armement à des prix intéressants. Donc ça, on n'en sait rien et je pense que dans un avenir proche, on ne le saura pas. Mais d'un point de vue de l'OTAN, il devient urgent de compléter finalement le contrôle sur la Baltique. Donc aujourd'hui, l'adhésion de la Suède dans l'OTAN, ça devient une priorité. Donc je pense qu'il y a eu des pressions assez énormes sur Erdogan. Donc d'un côté, il y a eu le bâton, de l'autre la carotte. Donc le bâton, ça a été de dire, peut-être par les Américains, que là, donc, si Erdogan veut rester dans l'OTAN, on l'a laissé déborder, on l'a laissé faire ses affaires avec Poutine. Mais là, à un moment donné, on attend de lui de la loyauté. D'un autre côté, on a dû lui faire des propositions financières, commerciales, d'un point de vue européen. Et donc Erdogan a sûrement été coincé, n'a pas eu le choix. Maintenant, il faut bien comprendre que c'est pas parce qu'Erdogan annonce envoyer le traité d'adhésion de la Suède à l'OTAN au Parlement pour ratification que ça va se faire dans les heures ou les jours suivants. Donc il y a toutes sortes d'arguments pour retarder le processus. Et Erdogan pourra très bien dire que lui a fait le nécessaire, mais dans la mesure où l'AKP n'a pas la majorité au Parlement, ces partis de coalition ne sont pas d'accord, il va falloir qu'il cherche à les convaincre, etc., etc. Donc, il faut pas s'attendre, à mon avis, à une adhésion de la Suède à l'OTAN dans un avenir très proche. Ça va durer sûrement quelques semaines. Maintenant, effectivement, cette voie a été lancée, donc Erdogan envoie ce traité, cet acte d'adhésion au Parlement. Et d'un autre côté, il va attendre de voir si les versements qu'on lui a promis se font, si la contrepartie se fait. Peut-être qu'il va essayer encore de faire monter les enchères. Connaissant Erdogan, il va essayer de voir jusqu'où il peut aller trop loin. Mais dans tous les cas, même si Erdogan aujourd'hui a accepté l'adhésion de la Suède, finalement, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, puisqu'il a encore toutes sortes de possibilités de bloquer cette adhésion et il va s'en servir sûrement parce que c'est dans son intérêt. Il va faire monter les enchères et comme je le disais, Erdogan est vraiment un expert de jusqu'où aller trop loin. Donc on peut supposer qu'il ira trop loin jusqu'à ce qu'il puisse le faire et que ça durera encore un certain temps avant que la Suède puisse adhérer à l'OTAN. Mais bon, d'un point de vue pratique, la Suède coopère déjà d'un point de vue des services secrets, d'un point de vue militaire avec l'OTAN. Donc finalement, cette coopération va continuer. Cette adhésion à l'OTAN donc se fera à plus à moins long terme, mais dans tous les cas, la coopération avec la Suède sera approfondie, c'est sûr, puisque aujourd'hui l'OTAN doit sécuriser la Baltique
si elle veut pouvoir faire bloc contre donc des actions agressives de la part de la Russie ou alors de la part de mercenaires donc en Biélorussie. Mais aujourd'hui, effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il n'y aura pas de purge en Russie et qu'aujourd'hui, on a effectivement une ligne dure qui veut étendre le conflit à d'autres pays, qui est en train de gagner en pouvoir et en influence. Et c'est cette ligne dure-là qui va finalement dominer à Moscou ces prochains mois et années. Et c'est cette ligne dure qui remplacera à terme Vladimir Poutine. Donc aujourd'hui, c'est à ça qu'on a affaire en Russie. Donc aujourd'hui, la guerre hybride, une guerre qui s'étend à des pays de l'OTAN à un certain niveau. On ne connaît pas le niveau ni le degré de conflit ni de menace, mais on sait que cette menace aujourd'hui est réelle. On sait que ce conflit qui a lieu depuis plus d'un an, depuis le 24 février 2022 en Ukraine, va maintenant probablement s'étendre dans les pays limitrophes de la Russie et de la Biélorussie. Donc ce sera les pays baltes, la Pologne. Donc aujourd'hui, c'est à ça que l'OTAN a affaire et c'est à ça que l'OTAN doit se préparer. Donc c'est une situation qui est très défavorable, mais c'est de notre réponse à cette situation, de notre capacité à résister à ce genre d'action, que dépendra notre victoire et notre futur finalement en tant qu'OTAN. Parce que si effectivement on a de la division, s'il y a de la division au sein de l'OTAN, s'il n'y a pas un soutien en cas d'agression quelle qu'elle soit pour les pays du flanc est de l'OTAN, là l'OTAN perdra en crédibilité et c'est les États-Unis eux-mêmes qui vont perdre en crédibilité. Donc les États-Unis eux-mêmes sont intéressés à ce que cette réponse soit efficace. Ils devraient être intéressés en tout cas par ça. Et Joe Biden lui-même, s'il veut être un président crédible, après l'échec afghan, il ne peut pas se permettre d'une part de perdre l'Ukraine, et surtout, il ne peut pas se permettre de perdre comme ça la face, voire de perdre, même pas que la face, mais tout simplement de perdre le flanc est de l'OTAN. Donc, on est dans une situation nouvelle qui a sûrement fait qu'on a un peu forcé la main à Erdogan. Donc, Erdogan qui a pas trop eu le choix à accepter l'adhésion de la Suède dans l'OTAN, mais à mon avis, il la bloquera aussi longtemps que c'est possible parce que c'est un champion du jusqu'où aller trop loin et il ne se gêne pas pour utiliser cette technique à bon escient pour ses intérêts politiques et économiques. Mais aujourd'hui, on a affaire à une situation dangereuse, à une situation finalement nouvelle parce qu'on voit clairement que la menace s'étend, que le conflit ukrainien, donc le conflit qui avait lieu sur le sol ukrainien va s'étendre probablement à d'autres pays et c'est une menace à laquelle il faut se préparer de manière très sérieuse. Voilà ce que l'on pouvait en dire à cette heure. Pour ceux qui estiment que cette vidéo a une quelconque valeur, je les incite à la liker tout simplement. Ceux qui estiment que mes enregistrements ont une quelconque valeur, je les incite à s'abonner à ma chaîne. Pour l'heure, je vous remercie à tous du temps que vous avez consacré à mes vidéos. J'attends aussi vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer dans les commentaires. S'il y en a plusieurs, je ferai une vidéo consacrée à la réponse aux questions. Mais dans tous les cas, je suis reconnaissant pour tous les commentaires que vous m'envoyez. Ça me permet d'enrichir ma réflexion. Ça me permet également de m'améliorer. Je suis un youtubeur débutant, donc soyez indulgents. Concentrez-vous plus, s'il vous plaît, sur le contenu que sur les éléments visuels en tant que personne non-voyante. C'est pas forcément simple de faire des vidéos, mais je fais de mon mieux. Et j'espère qu'à chaque vidéo, l'amélioration se fait sentir. En tout cas, je fais tout pour ça. Je vous remercie beaucoup de l'attention que vous m'avez portée. Je vous dis à très bientôt.